Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition de la télévision rwandaise. Et tout de suite, voici l'essentiel de cette édition. Le Rwanda dénonce l'inaction de l'Organisation des Nations Unies qui n'a pas imposé des sanctions contre des pays tels que la République démocratique du Congo qui a violé la loi interdisant l'utilisation des mercenaires dans les conflits armés. Les analystes politiques appellent la RDC à résoudre ses problèmes internes plutôt qu'à blâmer le Rwanda. Bienvenue à cette édition. Le Rwanda dénonce l'inaction de l'Organisation des Nations Unies qui n'a pas imposé des sanctions contre des pays tels que la République démocratique du Congo qui a violé la loi interdisant des mercenaires dans les conflits armés. Ces derniers font partie des partenaires du groupe terroriste FDLR ainsi que des forces congolaises qui ont été récemment tirées sur 9 personnes sur le territoire rwandais et laissant des blessés. Les détails avec Amandine Dikouma-Sabo. À l'est de la République démocratique du Congo, où un conflit perdure depuis plus de 3 ans entre les forces armées congolaises et les combattants du M23, les images de mercenaires recrutés pour lutter contre ce groupe armé ont régulièrement circulé. Lors du Conseil de sécurité des Nations Unies du 26 janvier dernier, l'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies, Ernest Kwamucho, est revenu sur le fait que la communauté internationale n'ait imposé aucune sanction contre le gouvernement congolais pour violation de lois internationales interdisant le recours aux mercenaires dans les conflits armés. Après la prise de la ville de Goma par les combattants du M23, plus de 290 mercenaires ont été parmi les premiers à se rendre et à fuir vers le Rwanda. L'un d'eux, originaire de Moldavie, ainsi que son collègue roumain, avait passé plus de 2 ans en République démocratique du Congo et racontent leur expérience. Lorsque les combattants du M23 ont attaqué la ville de Goma, c'est là que nous étions. Nous avons tenté de chercher refuge dans les bureaux de l'Organisation des Nations Unies. En République démocratique du Congo, il existe différents groupes de mercenaires et dans plusieurs régions qui effectuent diverses activités. Certains sont dans l'armée, d'autres dans la construction et d'autres conduisent des véhicules. Mais lorsque Saké a été capturé, nous avons immédiatement cherché un endroit où nous réfugier. Il y a une société appelée Ajemira avec laquelle nous avons signé un contrat. Je pense qu'elle a également signé un contrat avec les forces armées de la République démocratique du Congo. Je ne peux pas divulguer leurs contacts pour des raisons de sécurité, mais nous étions payés en fonction du travail que nous faisions. Le contrat que nous avions était pour former des soldats congolais. Après leur défaite au combat du M23, les mercenaires continuaient de pointer du doigt les forces armées de la République démocratique du Congo, les accusant de ne pas avoir réussi à protéger le pays comme il faut. C'est vrai, ils ne nous ont pas protégés, mais pour ma part, je pense que de toute façon, le gouvernement congolais ne serait pas capable de faire quoi que ce soit de plus, même si nous avons fait ce que nous devrions faire. L'utilisation de mercenaires par le gouvernement congolais n'est pas une nouvelle pratique et selon les analystes, cela fait partie des facteurs qui expliquent la persistance des conflits dans ce pays. Andrew Mwenda, journaliste originaire d'Ouganda, auteur et analyste en politique internationale, en particulier dans la région des Grands Lacs, l'explique en ses propres mots. Souvenons-nous du Congo dans les années 60, où les dirigeants de ce pays ont régulièrement fait appel à des mercenaires européens lors des conflits pour éliminer les Congolais. Le premier à introduire des mercenaires fut le Premier ministre Moïse Tshombe, qui après l'assassinat de Patrice Lumumba, l'un des leaders de l'indépendance du pays, choisit de collaborer avec les mercenaires, une pratique qui s'est poursuivie sous le régime de Mobutu. Cependant, les actions menées par le M23 sur le terrain ont démontré que les puissances étrangères, y compris ces mercenaires, ne pouvaient pas résoudre leurs problèmes internes. Le président Paul Kagame affirme que les mercenaires ne doivent pas être perçus comme faisant partie des solutions, mais qui sont plutôt parmi les principaux responsables de l'aggravation des différents problèmes dans le cadre de résolution de conflits. When you hear a situation is relying on mercenaries, you know that situation is a mess. Lorsque tu entends qu'une situation dépend des mercenaires, tu sais déjà que cette situation est désordonnée. Pour nous, nous avons la capacité nécessaire pour faire face à ces mercenaires, car ce sont des individus qui ne valent rien. Alors, les pays qui se tournent vers les mercenaires ne réalisent pas qu'ils s'engagent dans une voie dangereuse. D'abord, ils se mettent eux-mêmes en danger avant même d'introduire des mercenaires.
Mais une fois ces derniers arrivés, les problèmes se multiplient et s'aggravent, rendant la situation bien plus complexe et difficile à résoudre. The problems are multiplied by a big factor. It gets worse, not better. Nord Kivu comptait environ 800 mercenaires appartenant au groupe Ralph de Roumanie qui non seulement protégeait Goma mais assurait également la sécurité de la ville de Sake ainsi que la partie d'extraction minière. La plupart d'entre eux sont arrivés en 2022. Parfois ces mercenaires étaient également impliqués dans des missions de protection pour certains hauts responsables du gouvernement congolais à divers endroits. Tous avaient été recrutés par Horacio Potra, un Roumain récemment arrêté par son propre pays. Il y avait aussi 20 autres mercenaires appartenant au groupe Agémira de Bulgarie. Les troupes sud-africaines présentes à Mubambiro et Goma, en République démocratique du Congo, font face à un défi majeur de rapatrier les corps de leurs soldats tués au combat alors qu'ils se battaient aux côtés des forces congolaises et des FDLR contre le groupe rebelle M23. Le point avec Jean Damascène Manichim. À Mubambiro, situé à 25 km de Goma, se trouve une base militaire importante des troupes sud-africaines venues au Congo dans le cadre d'une mission militaire de la Communauté de développement d'Afrique australe SADC en sigle, en vue d'appuyer le gouvernement Tshisekedi dans sa lutte contre les Congolais membres du groupe M23. Lorsque les rebelles du M23 quittaient Massissi et Ngungu pour attaquer Goma, les troupes sud-africaines se sont alliées aux forces congolaises et au FDLR pour contrer ce groupe constitué de Congolais qui revendiquent leurs droits comme citoyens. Des témoignages que nous avons recueillis indiquent qu'après avoir subi de lourdes pertes en vies humaines et enregistré de nombreux blessés, les soldats sud-africains ont dû hisser le drapeau blanc, signe de leur désengagement au combat. La base militaire sud-africaine à Mubambiro, située à proximité d'une ancienne base militaire congolaise, a été prise par le M23 après de violents affrontements. De nombreux véhicules blindés ont été détruits et visiblement, des militaires ont péri à l'intérieur de ces véhicules. Depuis cet incident, les troupes sud-africaines ont été dans l'incapacité de récupérer les corps de leurs soldats tombés au combat. Le 30 janvier 2025, aux alentours de 13 heures, des responsables militaires du M23 ont pris l'initiative de contacter les dirigeants des troupes sud-africaines présentes à Mubambiro. Après 5 minutes de conversation, les responsables de la base ont quitté le site pour rencontrer les commandants du M23. À leur arrivée, ils semblaient inquiets, mais au fur et à mesure que la discussion avançait, leur crainte s'est estompée et des échanges amicaux ont eu lieu, allant jusqu'à échanger même des numéros de téléphone. Un commandant du M23 a même partagé que sa famille vit dans un camp de réfugiés dans un pays voisin depuis des années, ajoutant qu'il est fier de se sacrifier pour la dignité de ses compatriotes. Et à lui de demander aux militaires sud-africains pourquoi ils se sont alliés au gouvernement Tshisekedi et les forces génocidaires des FDLR contre des citoyens congolais qui réclament leurs droits. Les militaires sud-africains ont répondu qu'ils n'en savent pas grand-chose, précisant qu'ils sont sacrifiés pour des intérêts politiques qu'ils ignorent. Après avoir échangé des numéros de téléphone, l'un des militaires du M23 plaisanta « J'espère qu'on se retrouvera à Bukavu ». Un militaire sud-africain a répliqué qu'il ne voulait plus retourner au combat et préférait plutôt rentrer chez lui. Les responsables militaires sud-africains ont par ailleurs formulé 3 doléances aux rebelles du M23. D'abord, permettre à leurs troupes de récupérer les corps de leurs camarades tués au combat et de les rapatrier via l'aéroport de Goma. Ensuite, leur permettre de fouiller les zones où se sont déroulés les combats afin de chercher les corps des soldats tués. Afin de faciliter la tâche pour s'approvisionner en vivres et récupérer d'autres équipements stockés dans la ville de Goma et en cas de nécessité de les escorter avec des véhicules blindés pour éviter d'éventuels vols. Après avoir écouté ces demandes, les commandants du M23 ont assuré qu'ils transmettraient ces requêtes à leurs supérieurs et promettaient de les aider. Après leur rencontre à Mubambiro, les commandants du M23 ont poursuivi les discussions avec les responsables des troupes sud-africaines aux abords de l'aéroport international de Goma. Les discussions étaient cordiales, bien que certains soulignent que les militaires sud-africains ont collaboré de manière directe avec les forces congolaises et les FDLR lors des affrontements près de l'aéroport de Goma, d'où des tirs ont également visé le sol rwandais.
ont rapporté qu'actuellement, l'armée sud-africaine dispose de cette compagnie de soldats à Goma, à Mubambiro et aux abords de l'aéroport de Goma. À ce jour, l'Afrique du Sud a officiellement confirmé la mort de 13 de ses soldats lors des combats ayant précédé la prise de Goma par le M23. Toutefois, il se pourrait que le bilan réel des pertes sud-africaines atteigne 50 soldats. Cela montre bel et bien que le nombre réel de soldats sud-africains tués pourrait être supérieur à celui qui a été officiellement communiqué. Les défis sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo plongent leurs racines dans le passé colonial. C'est pourquoi il faut l'examiner à fond au lieu de les traiter sur la surface. C'est ce qu'indique l'ambassadeur Joseph Nsengimana qui explique qu'il ne faut pas se contenter des réponses illusoires et non efficaces à ce conflit aux conséquences nombreuses, non seulement pour la RDC mais aussi pour toute la région. Comment est né le problème ? Le problème date de longtemps, de très loin. Ça date de la fin du 19e siècle, avec la conférence de Berlin, essentiellement, où l'Afrique a été partagée, entre les puissances européennes de l'époque et Léopold, roi de Belgique, avait la propriété du Congo, qu'il a agrandi en y associant une partie du Rwanda et surtout confirmé et affirmé avec, après la victoire des Alliés sur l'Allemagne et la venue des Belges ici au Rwanda comme en fait tenant-lieu des colonies, des colonisateurs du Rwanda et du Burundi. Donc une partie du Rwanda a été donnée au Congo de l'époque et ce n'est pas les terres qui sont parties seulement, c'est aussi les populations. Et le problème naît quand le Congo commence à dire nous avons le territoire, ce territoire est congolais, mais les citoyens qui y habitent depuis ne sont pas congolais. Et c'est là où naît le problème de M23. Mais ce problème naît de cette base historique, mais également d'un autre événement, l'idéologie génocidaire. L'idéologie génocidaire que les différents gouvernements du Rwanda avant le génocide ont cultivé, Kayibanda, Habyarimana, et qui ont conduit au génocide des Tutsis en 1994. Cette idéologie, Habyarimana l'a semée dans cette partie du Congo. Et en plus, quand les génocidaires ont échoué, la guerre, en 1994, ils sont entrés au Congo avec armes et munitions et ils ont commencé à créer des troubles dans la population similaires à celle du Rwanda au niveau de l'Est du Congo. Donc ce sont ces différents éléments qui montrent que le problème a des racines je dirais, lointaine, et que les idéologues, essentiellement les idéologues du génocide, comme on les retrouve aussi bien au Burundi, au Congo, bien entendu, en partie en Tanzanie, et un peu partout dans cette région, sont en train d'être manipulés par Tshisekedi, qui au départ, avec, je dirais, l'éducation de son père, comprenait bien le problème, la situation réelle, que ces citoyens sont des Congolais, mais qui, pour des intérêts personnels et politiques, il a choisi d'ignorer cette version et a choisi de dire aux Congolais, ceux-là ne sont pas des Congolais et il faut les combattre.
non seulement il a fait ça, il a dit ça aux Congolais, mais il a dit ça également à l'opinion du monde, les puissances européennes. Parce que le Congo représente des intérêts énormes pour les minerais stratégiques, ces pays, comprenant qu'ils peuvent puiser dans ces minerais, ils ont bien entendu accepté de jouer le jeu avec Tshisekedi. Nous excusons sur ces images les défis sécuritaires de l'Est de la République démocratique du Congo plongent leurs racines dans le passé. C'est ce que nous disait l'ambassadeur Joseph Nsengimana. Les analystes politiques estiment que les autorités de la République démocratique du Congo doivent comprendre qu'il revient à eux de trouver une issue au conflit qui perdure dans leur pays, au lieu de faire du Rwanda le bouc émissaire de ces problèmes non résolus pendant longtemps. C'est le point de vue notamment du docteur Eric Ndoshabandi qui indique que la réponse militaire que la RDC privilégie ne permettra jamais de résoudre définitivement ce problème. La question est restée non résolue pendant des années. On pourrait même croire que ces groupes étaient dissous et ils étaient portés à disparaître. Mais la première leçon au monde, ou à la communauté internationale, c'est qu'une lutte qui concerne la survie d'un groupe, qu'il soit 2 ou 3 ou 4, c'est une cause que tu ne peux pas éteindre définitivement. Ça, c'est la première leçon que je vois. Deuxième leçon, c'est que de 2013 à 2025, c'est différent. C'est différent dans le sens où aujourd'hui, maintenant, nous sommes dans la communication massive avec les médias sociaux. Et donc, on atteint les instances qu'on ne pouvait pas atteindre. Alors, le fait que le M23 AFC, ils ont communiqué intensément leur position et leurs avancées et ce qu'ils demandent comme dialogue avec le gouvernement congolais, avec des revendications, j'allais dire légitimes, parce qu'ils ont été signés et acceptés depuis le 23 mars, depuis 2009, c'est ça? Et donc, ces accords-là, ils étaient déjà acceptés par un gouvernement. Du coup, on dirait alors que les revendications étaient légitimes, parce qu'acceptées internationalement. C'est une leçon en disant, on ne signe pas un papier pour le jeter pendant des années, alors que ça concerne des vies. Et surtout que le gouvernement congolais n'a pas fait mieux ailleurs, n'a pas développé le pays, n'a pas développé un discours de politique d'unité nationale. Plutôt, il y a eu exclusion, il y a eu mauvaise gouvernance, il y a eu même régionalisme, et le pouvoir est accaparé par un petit groupe tel que le discours est prononcé partout par l'opposition. Et donc, tous ces éléments-là montrent que pris au sérieux la lutte de l'AFC M23. L'autre leçon, c'est que la communauté internationale ne parvient pas, par exemple, à trancher sur la question de refouler encore une fois les groupes rebelles dans la ville de Goma. Moi, je pense qu'il y a des facteurs qui doivent être considérés. Le premier, c'est ce passé-là. 30 ans durant, ou 15 ans, 16 ans, tu n'as pas pu résoudre la question. Alors que tu as dit, retirez-vous, nous allons nous occuper du problème de façon diplomatique avec tous les partenaires. La communauté internationale n'a pas pu. Deux, la communauté internationale a besoin d'un acteur rationnel, sérieux, cohérent, stable. Un pays avec lequel il va traiter, c'est le Congo. Et dans le cas actuel, c'est le Congo lui-même qui refuse le dialogue, obstinément, et qui déclare la guerre, non pas contre le mouvement, mais aussi contre les pays voisins comme le Rwanda. Et donc, cette tendance de fuite en avant, cette tendance de vouloir faire le bouc émissaire, fait que ça déresponsabilise le Congo, et la communauté internationale reste dans les dilemmes maintenant de comment s'associer au Congo et pour agir de cohérence contre le groupe rebelle. Le passé, il pèse. Le passé pèse sur ce processus. Un autre élément, c'est l'élément distinction entre civil et militaire. Aujourd'hui, si vous dites qu'on va prendre maintenant ces camps de réfugiés, ces camps de déplacés, jusqu'à ce que, par exemple, on chasse d'abord les rebelles.
est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement congolais, c'est un acteur partenaire qui peut aider dans la séparation entre les civils et les groupes armés, alors que ces groupes armés incluent les militaires, mais aussi les non-militaires, les Wazalendo et les FDLR, et tous les groupes armés, difficiles à différencier. Et donc, dans ce processus de dire au M23 de se retirer, il faut être capable d'établir un plan humanitaire, un plan de démobilisation, un plan. Ça donne beaucoup de responsabilités. Et dans le cas de figure ici, c'est difficile de trouver une communauté internationale qui pourrait agir rapidement. Et donc, pour l'instant, on ne peut qu'espérer que AFC M23 va mettre sur pied des conditions minimales possibles pour que les citoyens rentrent dans leur maison, dans leur village. Mais la population exige beaucoup. C'est une acclamation, c'est vrai, mais aussi c'est une demande. C'est dit, oui, nous vous acclamons, vous venez, mais soyez cohérents, apportez-nous ce que nous avons toujours manqué pendant des années. Ils ont maintenant l'espace où ils peuvent le dire. Avant, ils acclamaient peut-être Tshisekedi et les autres, hein, t'inquiète pas. Mais aujourd'hui, quand ils disent ça, c'est dire, voilà, nous espérons ce qui est différent. C'est ce que je venais de dire, par exemple. En tout cas, ils ont besoin d'être calmés et d'avoir la garantie que vraiment ils apportent un discours différent. En termes de justice, de réconciliation, en termes de guérison des blessures, en termes de développement économique, mais en termes aussi d'une gouvernance inclusive qui va bannir totalement la corruption endémique dans cette société. La direction de l'école secondaire de Niangué, où étudiaient des élèves aujourd'hui reconnus comme héros nationaux de la catégorie Imena, exhorte les parents et éducateurs à bien former les enfants pour qu'ils deviennent des vrais bâtisseurs du Rwanda. Jean Damascène Manishimwe nous livre ce récit de notre consoeur Witonzi Providence Shadia, qui a visité cette école située à l'ouest du Rwanda. Thomas Dakin Twagirumwami et Immaculée Mukanzigiye sont des parents de l'héroïne Marie-Chantal Mujaomahoro. Cette dernière a perdu la vie à l'école secondaire de Niangué en 1997 lors d'une attaque des infiltrés qui venaient de la République démocratique du Congo et qui demandaient aux élèves de se séparer selon les ethnies. Chantal a été la première à dire qu'ils étaient tous rwandais. Cela a poussé tous les élèves à refuser la séparation, ce qui a conduit les assaillants à ouvrir le feu, tuant 6 personnes et en blessant d'autres. Les parents de Chantal disent que la bravoure et la détermination de leur fille sont des qualités qu'elle avait déjà montrées depuis son jeune âge. L'histoire du décès de Chantal et de ses camarades a bouleversé la famille et ils n'ont pas pu récupérer son corps pour l'enterrer près de chez eux en raison des défis sécurité du Rwanda à l'époque. Ils sont confiants que c'est Dieu qui a voulu que Chantal soit enterrée à Niangué afin qu'elle continue d'être un modèle de courage pour les autres. Ce couple, les parents de Chantal, sont connus pour leur unité et leur amour, des valeurs qu'ils ont transmises à leur fille. Ils souhaitent que la jeunesse actuelle incarne des actes de bravoure. À l'école secondaire de Niangué, les élèves aujourd'hui partagent un même objectif, devenir des héros. Le directeur de cette école, l'abbé René-Claude Akizimana, explique que l'histoire des héros de Niangué reste une leçon importante pour tous les Rwandais, visant à promouvoir l'unité nationale et à éviter les divisions. Ces élèves de l'école secondaire de Niangué qui ont été mis parmi les héros nationaux, Imena, ils nous donnent un exemple surtout dans la construction de notre pays et dans la politique du pays qui a mis en avant l'unité et la réconciliation. En tout cas, je crois que pour le moment, c'est un exemple parmi tant d'autres qui ont été eus dans notre pays après le génocide perpétré contre les Tutsis. Ces élèves donnent aux jeunes gens un bon exemple de construire aussi cette unité et la réconciliation jusqu'à maintenant. La première chose que nous faisons, c'est que nous enseignons du jour au jour aux petits-enfants qui venaient de la première année, de la 4e année, ainsi que des autres qu'on appelle les anciens. C'est de la 2e, 3e, 5e et 6e. Nous les enseignons souvent qu'ils doivent
appliqué ce que ses grands frères et ses grandes sœurs ont fait. Et ils ont cette tâche d'être héros pendant les activités quotidiennes. C'est ce qui est très important. Actuellement, 36 personnes ont été inscrites dans la catégorie des héros nationaux IMENA sous le nom des enfants de Nyangé. Et c'est sur ces images que nous clôturons cette grande édition. Au nom de toute l'équipe qui a contribué à sa réalisation, je vous remercie. Bonne poursuite des programmes de la télévision rwandaise et d'ici là, portez-vous bien.